Bonjour à tous, merci de votre présence pour l'atelier numéro 1 de cette matinale de l'eau consacrée à la valorisation des eaux pluviales. J'ai le plaisir de vous accueillir pour discuter et débattre avec vous sur comment renaturaliser la ville grâce à ces eaux pluviales. Et pour cet atelier parrainé par la société Frankic, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Michel Viard, maire de Saint-Julien-les-Villas et vice-président de TCM, Troyes Champagne Métropole, en charge du cycle de l'eau, ainsi que Clément Labertonnière, ingénieur de travaux publics et associé du bureau d'études C3I, ainsi que Christophe Émorine, directeur du développement chez Frankic. Bonjour messieurs, merci de votre présence. Je vais vous donner tout de suite la parole pour donner un peu le contexte du projet dans lequel on va s'inscrire pour débattre de cette renaturalisation de la ville grâce aux eaux pluviales. Donc, Monsieur Viard, pouvez-vous nous donner un peu le contexte de la réfection de la voirie Jean-Jacques Rousseau? Bonjour. Oui, alors bon, cette rue, elle n'est pas immense, elle n'est pas très très longue. Elle fait à peu près 220 mètres de long, mais on a voulu donner un nouveau caractère et regarder un petit peu comment on pouvait améliorer notre gestion de l'eau sur cette chaussée qui n'est pas très passagère. Il n'y a pas de bus ni de gros camions qui y passent, donc c'est quand même un petit peu plus facile en termes de voirie. Mais on ne s'est pas trop occupé de la voirie, on a surtout voulu infiltrer les eaux pluviales d'un côté avec les noues, donc ça c'est quelque chose de très très classique, et de l'autre côté avec des trottoirs drainants qui permettent d'infiltrer l'eau de manière instantanée. D'accord. Et puis, vous aviez aussi la volonté d'intégration des riverains avec des trottoirs PMR. Voilà, alors, donc, on a, lorsqu'on fait une requalification de rue, classiquement, bon, tout le monde le sait, hein, tout d'abord, c'est renouveler la chaussée, enfouir les réseaux, ça c'est un grand classique, remise à niveau des réseaux d'eau, donc y compris l'eau potable, l'assainissement, bon, quand on enfouit les réseaux, on met le téléphone, la même chose, réaliser un trottoir PMR afin d'être aux normes en vigueur à l'heure actuelle. Et donc, ce que nous avons fait en plus, c'est l'infiltration des eaux de voirie dans les trottoirs et les noues, mais également, puisqu'on est dans une zone urbaine, donc ça veut dire que les maisons sont juste à proximité de la voirie, et ben, traditionnellement, on faisait les descentes d'eau de toiture dans la voirie. Là, nous avons déconnecté ces descentes d'eau pour les ramener dans les parcelles des riverains. C'est un peu l'esprit qu'on s'est donné. Voilà, les objectifs du projet, vous les avez cités. Là, je vous les remets juste à l'écran, mais vous les avez bien mentionnés. Donc, on va passer tout de suite aux résultats, peut-être avec vous et Clément, pour concrètement voir ce qui a pu être réalisé. Donc là, c'est la photo de la rue. Ça, c'est la photo avant. Donc, on voit bien l'état un peu fatigué de la chaussée. Alors, pour l'anecdote, c'était la rue de l'ancien maire. Et lui n'a jamais voulu la faire parce que, bon, ben, on ne va pas faire la rue devant chez soi. Donc, ben, maintenant, je l'ai faite pour lui, mais ça faisait un bon temps que ça devait être fait. Voilà, donc, il était nécessaire d'intervenir. Et là, nous sommes juste à côté de la Seine. Hein. La Seine est à peu près à 50 mètres de là. Et voilà ce que ça donne après. Et vous voyez bien que entre les deux, d'un côté, on a des caniveaux. De l'autre côté, nous n'avons plus de caniveaux, nous n'avons plus de dénivelé entre la chaussée, les trottoirs et la nue. Tout est au même niveau. Tout à fait. Voilà. Donc, cette infiltration, ça répond à plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est de ne plus collecter des eaux de la voirie et des trottoirs, et qui, à l'heure actuelle, étaient renvoyées dans la Seine qui était à proximité, mais pour pouvoir les infiltrer dans les trottoirs et les noues qui sont créées
trottoir d'un côté et puis les nous de l'autre côté. Il faut bien penser que lorsque on renvoie tout classiquement, on canalise les eaux pluviales, on renvoie dans les cours d'eau, ben ça fait diminuer le cycle de l'eau classique et du coup, et également, ça augmente le risque d'inondation d'un côté, puisque effectivement, on renvoie l'eau beaucoup plus rapidement à la rivière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'inverse. Les nappes phréatiques sont moins alimentées puisque l'eau repart directement à la rivière. Le fait d'infiltrer, on recharge beaucoup plus facilement les nappes phréatiques et puis on ralentit le risque d'inondation. Ce que nous avons pris comme principe, c'est un peu ce que demande Trois Champagnes Métropole, notamment par la classification des pluies exceptionnelles, qui est, le flux exceptionnel, c'est 26 mm en 30 minutes ou 64 mm sur 24 heures. Il faut qu'on soit capable de gérer ces eaux pluviales-là. Donc, tout ce qui est en deçà de ces quantités-là, on appelle ça des pluies un peu classiques, on infiltre normalement, que ce soit dans les mous ou que ce soit dans le trottoir drainant. Dès qu'on a des pluies qui sont exceptionnelles, on a mis 3 avaloirs le long des 220 mètres pour que que ces avaloirs-là puissent absorber les surplus d'eau. Ça renvoie dans un drain et dans le drain, nous avons un débit fuyard. Ce débit fuyard repart sur le réseau au bout de la rue, là, sur la photo, ça repart dans le réseau d'eau pluviale de la rue d'à côté, puisqu'on est encore en pluviale de l'autre côté, et celui-là repart à la Seine derrière. Mais on est bien sur un débit de fuite, on n'est pas du tout sur un débit normal. D'accord. Voilà, ça c'est le principe. Nous avons le principe du trottoir drainant, c'est d'utiliser le trottoir qui est d'une largeur PMR, qu'on met au niveau 0 de la chaussée. Alors, les trottoirs drainants sont composés à peu près de 5 cm de béton drainant. Alors, on a la possibilité soit de mettre du béton drainant, soit de mettre du bitume drainant. Les deux sont possibles. Et que ce soit du bitume ou du béton, ça laisse bien évidemment passer l'eau pluviale. En dessous, nous avons une tranchée drainante qui est composée d'un drain, ce que je vous évoquais tout à l'heure, en fond de tranchée, et puis le reste, c'est du concassé avec 30% de vide dedans. Et le drain est fermé à chaque bout avec un débit de fuite juste d'un côté. Et le calibrage, un petit peu, ça a été prévu, donc avec les données de Trois Champagnes Métropole, c'est de pouvoir stocker, c'est un peu ce qui vous est affiché, 100 mètres cubes d'eau sur la longueur, ce qui représente à peu près 280 litres par mètre linéaire de trottoir. Ça fait penser un petit peu, je dirais, une baignoire, c'est 140 litres, c'est à peu près 60 de large, c'est 1,50 m de long. Et ben voilà, à chaque fois, tous les mètres, vous mettez 2 baignoires d'eau remplies dans le trottoir pour avoir un peu cette image. Donc, c'est quelque chose qui est important au niveau stockage. Et on va voir après, c'est de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas bien. Et donc, derrière, nous avons sur l'autre trottoir des noues, donc c'est classique, c'est de la terre et des végétaux. L'intérêt des noues par rapport au trottoir drainant, c'est que les végétaux vont détruire beaucoup plus rapidement les hydrocarbures qui viennent de la rue. Donc, c'est tous les huiles, les restes de gasoil, les plaquettes de frein et ainsi de suite. C'est détruit beaucoup plus rapidement dans une noue que dans un trottoir drainant, même si le trottoir drainant, par filtre, le détruit également, mais ça met un petit peu plus de temps. Là, c'est la préparation de la chaussée. Il y avait des choses particulières que vous vouliez dire sur ces deux photos? Pas spécialement. On l'a fait en hiver. Vous voyez, il y a les feuilles d'automne qui sont tombées dessus, mais il n'y a pas rien eu de spécifique par rapport à ça. Donc là, c'est un peu les concassés que l'on voit. Et ça a été la préparation et nous avons fait la mise en place du béton. Nous l'avons fait en tout début d'année de cette année. Voilà.
Donc, on avait fait le bitume en fin d'année 2021, juste à la dernière limite. Et puis, le béton, lui, il a été fait en tout début d'année. D'accord. Comment il a été réalisé? Ça a mis à peu près une semaine. Et là, donc, vous avez une pluie normale. Voilà. Vous voyez sur la chaussée est bien mouillée. Alors, on a du mal, comme c'est une pluie fine, on a du mal à voir. La pluie, elle a tombé pendant plus de 10 heures. Hein. Et du côté nous, bien évidemment, ça s'absorbe, mais également du côté du trottoir drainant, où on voit bien qu'on est totalement au sec. Et là, vous avez les avaloirs en cas de grosse pluie. Donc là, sur le côté gauche, on voit bien que le trottoir drainant, lui, il reste mat, il n'est pas brillant, parce que toute l'eau s'infiltre immédiatement. Alors là, il y a 10 jours de ça, nous avons une pluie intense ici à Saint-Julien-les-Villas, ce qui a bien plu sur toute la France. J'étais pas là, j'étais en déplacement, mais j'ai demandé aux riverains comment ça s'était passé. Et c'est justement devant cette porte-là. Il n'y a aucun problème d'eau. Il est tombé à peu près 60 mm en un peu plus d'une heure. Donc, aucun problème d'eau, que ce soit chez les riverains, mais dans la rue. Tout a été absorbé et infiltré sans aucun problème. Donc, on peut aussi considérer que l'absorption en cas de pluie intense, ça fonctionne bien. Et là, vous voyez bien, on l'a fait non plus de manière naturelle, mais de manière extraordinaire. Voilà. Lorsqu'on met sur le béton, ça reste dessus. Lorsqu'on met sur le bitume, ça reste dessus. Lorsqu'on met sur le béton, vous voyez, ça absorbe immédiatement. Ouais. Donc, ça a bien respecté les spécifications du cahier des charges sur les pluies exceptionnelles, du coup. Tout à fait, tout à fait. On a le bon fonctionnement aussi bien en pluie normale qu'en pluie exceptionnelle. C'est ce que j'attendais de voir, puisque ça a été réalisé en tout début d'année. J'attendais de voir un peu comment ça allait se passer, mais on peut être très, très satisfait. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase, bien évidemment, c'était aussi la déconnexion des eaux pluviales des riverains avec les infiltrations à la parcelle. On avait à peu près une douzaine de maisons qui étaient concernées. Donc, vous voyez les descentes d'eau qui sont dans la rue. Et il fallait, pour être… l'un des principes à Trois-Champagne Métropole, c'est de dire que maintenant, toutes les gestions d'eau pluviale se gèrent à la parcelle. Parcelle privée, on gère son eau dans son secteur privé. Parcelle publique, on gère son eau dans son secteur public. Là, donc, il fallait déconnecter un peu ces descentes d'eau. Donc, on les a redescendues, bien évidemment, en faisant des puisards. Et tout ça a été fait en concertation, bien évidemment, avec chacun des propriétaires. Et en ce qui concerne le financement, puisque c'est la commune qui a forcé les choses, c'est la commune qui a pris en charge, mais l'agence de l'eau Seine-Normandie nous a pris aussi en charge 60% des investissements. Donc, il n'y avait plus que 40% qui étaient à la charge de la commune. Donc, on applique exactement le même principe. Hein, il faut essayer d'infiltrer l'eau le plus possible. Donc, nous avons été voir chacun des riverains. On a discuté avec eux, d'abord, pourquoi on le faisait. Et puis, deuxièmement, où est-ce qu'on installait le puiseur, quand est-ce qu'on pouvait venir, que ça les perturbe le moins possible. Et tout s'est passé sans aucun accroc particulier, même pour la maison qu'on voit juste derrière. En photo, nous avons, parce que là, c'est quelque chose d'assez simple, il y avait juste un parterre et devant, il n'y avait pas de problème. Mais ici, vous voyez, c'est une maison qui fait à peu près 40 mètres de long. Et nous avons repris, il y a 3 descentes d'eau sur toute la maison. Nous avons repris les 3 descentes d'eau pour les ramener jusqu'à l'entrée. Donc, il y a une canalisation d'eau qui passe dans le trottoir drainant que nous avons fait et qui revient dans la propriété privée pour se rejeter dans la propriété privée.
Voilà un peu notre réalisation. On est très content. Ça fonctionne bien. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Clément, parce que c'est vous qui avez accompagné la ville sur ce projet. Quels sont les points forts que vous voulez mettre en exergue sur ce Bah projet? alors, pour compléter un petit peu ce que disait Jean-Michel, effectivement, tout d'abord concertation avec les riverains, hein, puisque en tant que concepteur, on a effectivement participé, bien entendu, aux études, on a mené les études et également le suivi de travaux, mais ça a fait effectivement l'objet de réunions publiques, et ça, la commune a été très moteur par rapport à ça, parce que c'est vrai que, mine de rien, alors même si, et en plus, la commune a financé, ce qui n'est pas toujours le cas, bah, il fallait quand même convaincre les riverains, hein, parce que c'est quand même des travaux qui sont chez eux, donc forcément, ça peut générer des contraintes. Donc, première chose, moi, je pense que la vraie réussite du projet, c'est effectivement la déconnexion, parce que malheureusement, dans certains projets, on n'arrive pas tout le temps à le faire. Donc, on traite une partie, puisqu'on fait de la gestion intégrée sur le domaine public, mais là, c'est vrai, vraiment un projet qui est complètement abouti, puisqu'on a également déconnecté les eaux privées. Et juste pour compléter un tout petit peu ce que disait Jean-Michel, effectivement, la grosse force du projet, ça a été qu'on a pu gérer les pluies courantes, on va dire, par les trottoirs en béton et par la noue, et les pluies exceptionnelles en renforçant, hein, ça c'était une demande et de TCM et de l'agence de l'eau, parce que également sur la partie publique, bien entendu, la commune de Saint-Julien a pu être financée par l'agence de l'eau, par la ESN, parce qu'on a également pu gérer les pluies fortes par la mise en place de tranchées drainantes sous chacun des dispositifs. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important. Également, par rapport à tout ce qui est conception, notre rôle, forcément, c'est d'essayer de compiler un petit peu les différentes normes qui nous régissent. Donc, trottoir PMR, Jean-Michel en a parlé, c'est une obligation, hein. Ici, il y a une largeur minimale d'1,40 m à respecter. Donc, ça c'était typiquement approprié pour les trottoirs en béton drainant. L'autre côté, nous, c'est vrai qu'au lieu d'un complexe nous plus tranchée drainante, on avait plutôt imaginé de mettre un produit qui s'appelle le Rigoplant. Et donc, je laisserai Christophe en parler un petit peu plus précisément, c'est vraiment son domaine. Mais malheureusement, là, c'est des contraintes techniques. Jean-Michel l'a dit, on est sur un projet global, donc il fallait aussi enfouir les réseaux. Enfouir les réseaux, c'est bien pour la pollution visuelle, c'est mieux pour la pérennité des réseaux. Donc, c'était important qu'on enfouisse les réseaux. Et justement, la photo que tu montres, Arnaud, est parfaite. On se rend bien compte qu'en fait, sous ces candélabres, bah, forcément, il y a des réseaux. Et ces réseaux, en fait, ont empêché quelque part la mise en place d'un module complet. C'est pour ça qu'on s'est résolu à faire une tranchée réglante en dessous, un peu plus facile à mettre en place, et une noue. Mais c'est vrai qu'initialement, on était plutôt parti sur un profil Rigoplant qui aurait permis une gestion intégrée complète sur un seul et même ouvrage. Voilà un petit peu pour nous. Donc, pour nous, c'est pareil, c'est une belle réalisation. On est très content d'avoir pu accompagner la commune de Saint-Julien-les-Villas sur ce type de projet qui est quand même novateur dans l'agglo et même dans le département. D'accord. Donc, alors, on va laisser Christophe expliquer un peu ce qu'est le Rigoplant. On a mis une photo de synthèse ici pour présenter le principe. Bonjour. Rigoplant est issu d'un principe assez simple qui est de réaliser une canalisation des eaux de ruissellement avec un point d'entrée pour concentrer les polluants en un point et non pas les diffuser sur toute une largeur de nous. Ça permet d'avoir une gestion globale sur une surface relativement serré, on va dire environ 300 mètres carrés, et de récupérer les eaux de ruissellement dans un système qui permet d'alimenter ensuite une structure infiltrante. Donc, Rigoplant, c'est un système autonome qui permet de récupérer et de gérer les pluies chroniques. Hein. Clément a parlé tout à l'heure d'intensité pluviométrique, ça on y reviendra après, c'est le complément, c'est le stockage des pluies événementielles. Là, on va plutôt être autonome sur les petites pluies, telles que Clément l'a montré sur la première vidéo, où effectivement, l'ensemble des eaux de ruissellement pourrait être géré par un module compact Rigoplant. Donc, le but de Rigoplant… Dans le cas présent, excuse-moi Christophe, dans le cas présent, est-ce que l'installation de ce type d'équipement, Clément, aurait modifié la conception de la rue sur les noues notamment, parce que j'ai compris qu'il y avait un système de déversement par débit de fuite. Est-ce qu'on aurait évité cet ouvrage-là?
Pas forcément, parce que de toute façon, effectivement, c'est toujours assez rassurant en fait d'avoir un débit de fuite. Hein, enfin, étant donné qu'il existait, on l'aurait conservé. Non, par contre, le RigoPlant aurait clairement, certainement, c'est sûr, permis de mieux gérer tout ce qui est MES, tout ce qui est matière en suspension, tout ce qui est hydrocarbures, choses comme ça, parce que c'est vraiment intégré. On a bien sûr dans la conception de la noue mis des plantes spéciales pour ça, mais c'est vrai que ça aurait permis une meilleure entretien, par meilleur entretien et surtout une meilleure gestion des MES. Ouais. Voilà. Justement, on y vient sur la gestion combinée. Alors, RigoPlant, c'est un bac planté, hein, c'est effectivement un bac qui va permettre à la fois d'avoir une partie de décantation. C'est ici qu'on va orienter les eaux pluviales. Alors, dans le cadre d'un projet, effectivement, comme celle-ci, ça nécessite aussi des pentes de voirie et d'orienter un accès à peu près tous les 300 mètres carrés. Les eaux de ruissellement vont dans le premier bac qui est complètement étanche. On va isoler ici les polluants principaux. Alors en macro, on va trouver des feuilles, des papiers, les mégots de cigarettes. Hein, c'est un polluant souvent en milieu urbain récurrent. Le bac va se remplir et puis on a une lame siphoïde hein, qui va nous permettre de déverser les eaux une fois qu'elles seront décantées dans le premier bassin. Dans un bassin d'infiltration, le bassin avec le fond est perforé et relié à deux modules Rigofil, pardon, excusez-moi. Pourquoi on ne l'a pas fait sur la rue Rousseau, Jean-Jacques Rousseau c'est simplement à cause du réseau électrique, hein, Clément l'a expliqué, et on n'aurait pas pu effectivement placer les modules Rigofil qui permettent une gestion autonome des pluies chroniques. Derrière, on aurait pu les combiner avec la noue, hein, enfin la structure réservoir drainante, hein, en connectant un drain sur le module Rigofil et continuer tout à fait d'alimenter la structure qui avait été faite en cailloux pour le stockage des pluies événementielles. Mais on ne pouvait pas placer le bac Rigofil. Je complète simplement qu'on gère effectivement, on voit sur le bac numéro 2 aussi une notion de surverse. Alors là, c'est tout à fait pour se supplanter à la grille hein, telle qu'elle a été installée sur la voirie. En vérité, on va reprendre ici le débit par effet siphoïde sur les eaux de pluie événementielle et nourrir ainsi plus rapidement la structure de stockage qui est en dessous. Ça permet effectivement d'avoir un seul et même point d'entrée pour gérer à la fois les pluies chroniques et à la fois les pluies événementielles. Okay. Et donc, en termes d'application, il y en a vraiment deux qui se dégagent. Oui, deux applications effectivement se dégagent. Aujourd'hui, sur les applications qui ont été réalisées, elles n'ont été faites à ce jour qu'en travaux neufs. Travaux neufs, ça permet une gestion sans tuyau. Donc là, gestion autonome, entièrement par infiltration, qui permet de collecter l'ensemble des eaux de ruissellement et après de les intégrer dans un ensemble paysager. Alors, l'avantage de RigoPlant, c'est d'avoir des surfaces paysagères planes, puisqu'on va gérer l'événementiel en souterrain. Donc, si on est en zone enherbée, plus facile à entretenir. Ça permet aussi de concentrer les polluants en un seul point et donc plus facile à entretenir. Aussi de sensibiliser aussi visuellement à ce que les gens jettent hein, sans se rendre compte de la pollution visuelle que cela génère. Et puis, l'autre aspect intéressant, quand on complète le stockage pour les pluies événementielles avec une structure alvéolaire telle que le Rigofil, c'est qu'on récupère une structure qui est entièrement inspectable et hydrocurable
et donc qui permet sur le long terme de conserver l'infiltration telle qu'on l'a souhaité au départ. Permet de décolmater un peu le fond. Je vous ai mis deux petites illustrations pour montrer un petit peu Rigoplant avant plantation et même avant la mise en place du substrat à l'intérieur du bac. Hein. Au moment des travaux, bon, on a pris une pluie, ça arrive pendant les phases travaux. Donc là, on voit bien sur la petite vignette de gauche qu'on oriente bien les eaux dans le premier bac et que ça nourrit ensuite le deuxième bac. Bon, voilà, c'était des pluies assez importantes. Et puis, une fois qu'il est planté, ben, le bac disparaît au niveau de la végétalisation et on retrouve donc une zone tout à fait, dirais-je, paysagère. La deuxième application, Rigoplant a été aussi imaginé pour ça, c'est d'aller dans la déconnexion des réseaux. Là, je m'inscris exactement dans le schéma qui a été fait sur la rue Jean-Jacques Rousseau, où on va intégrer la déconnexion complète de la collecte des eaux pluviales au réseau pour éviter le rejet justement directement en rivière ou directement par exemple à la Seine comme c'était le cas sur le projet. Dans le cadre d'une restructuration, bah oui, j'ai mis des petites vignettes, j'ai remis un petit peu la vue de la rue Jean-Jacques Rousseau pour garder quand même l'illustration. Déconnecter complètement les eaux, les collecter à travers le Rigoplant et gérer l'intégralité de ces eaux par infiltration. D'accord. Donc, c'est ce que tu inscris aussi dans les bénéfices du Rigoplant, c'est de créer des îlots de fraîcheur. Bien sûr, ça, je vais pas refaire le discours. Tout le monde le connaît. Ramener de la végétalisation, c'est en milieu urbain, eh bien, c'est effectivement créer et ramener des îlots de fraîcheur, favoriser l'évapotranspiration pour pouvoir justement faire diminuer la température en ville. Ça, c'est important aussi. L'autre aspect important, c'est la réduction des coûts hein, en général, puisque comme on va être sur une technique sans tuyau, eh bien, pas de tranchée, pas de linéaire. On va avoir une gestion aussi beaucoup plus concentrée au niveau de l'infiltration, puisqu'on va récupérer les eaux pour les amener directement dans un outil, dirais-je, d'infiltration qui peut être saule ou en l'occurrence qui peut être une tranchée drainante. Okay. Merci Christophe pour cette petite présentation de cette solution. On va passer à vos questions. Je vois que Monsieur Viard, vous avez pris le temps de répondre déjà à quelques-unes des questions. Sur cette question des îlots de fraîcheur, est-ce que vous avez constaté un impact, vous, pour la rue, même si ce n'était pas un objectif en soi, si on reprend les objectifs initiaux, mais est-ce qu'il y a un impact de cette nature qui est revenue dans cette rue? Alors, on était précédemment 100% imperméabilisé et puis sans ni arbres, ni végétaux, ni arbustes. Aujourd'hui, on a mis quelques arbustes, on n'a pas d'arbres prévus sur cette chaussée puisque la chaussée n'est pas assez large pour cela. Les arbustes sont encore trop petits, ils ont été plantés juste avant le début d'hiver, donc c'est un peu trop petit pour voir l'effet de l'îlot de fraîcheur qu'on pourrait avoir cette année. Mais on part, c'est quand même bien une demande, notamment de l'agence de l'eau, de mettre de plus en plus de végétaux en ville, parce que nous sommes en ville. Et c'est vrai qu'on n'a pas dézoomé un peu les photos, mais tout ce secteur-là est un secteur qui est très, très arboré. Donc, on va dire presque que c'est la rue qui est la moins verte de tout le secteur.
C'est un peu ça, mais comme elle n'est pas large, il n'y a pas beaucoup d'impact en soi sur celle-ci. Pour d'autres rues, je ne dirais pas la même chose. Ouais, donc, ouais, mais j'imagine quand même que si vous aviez fait des relevés de température à l'état ancien, vous allez de toute façon constater une baisse de la température avec les végétaux qui poussent le long des murs. Automatiquement, il va y avoir un impact sur l'absorption de la chaleur. Tout à fait. Tout à fait. Et on va sûrement se mettre à faire ça puisqu'on a une autre rue qu'on va faire dans le même esprit. Les travaux vont démarrer, je dirais les travaux de réseau vont démarrer cette année et puis la finition aura lieu en 2023. Et effectivement, ce serait bien d'aller mesurer les températures cet été et puis de comparer les températures l'année prochaine une fois que les travaux seront réalisés. Et là, on mettra un peu plus d'arbres et beaucoup plus d'arbustes et de végétaux. Oui. D'accord. Parce là, on est sur 1 kilomètre. Hein, et puis la route, au lieu de faire 7 mètres de large, on est à 10 mètres de large, donc il y a de quoi faire. Donc là, vous êtes bien rodés pour faire cette plus grande rue. Alors, on va passer à vos questions maintenant. Alors, première question, peut-être Clément va pouvoir nous répondre. D'Alexandre, si le système infiltrant fonctionne bien pour les pluies exceptionnelles, on l'a vu, hein, ça a été confirmé par M. Viard, à quoi servent les avaloirs vers un réseau qui généralement n'est dimensionné que pour une pluie décennale? Ouais, alors en fait, très concrètement, c'est ce que je disais, hein, par le calcul et dans la notice hydraulique qu'on a remis adossé au dossier de subvention à l'ESN, encore une fois, on a réussi à gérer par le biais des deux infiltrations, donc par le biais des trottoirs drainants d'un côté, de la noue de l'autre et de la tranchée drainante, l'ensemble des pluies. Les pluies courantes, nous, béton drainant, la pluie exceptionnelle, tranchée drainante. Par contre, c'est ce que je disais, c'est toujours rassurant, quoi qu'il arrive, d'avoir un trop-plein. Et en plus, il existait. Sincèrement, on serait en création, on n'aurait pas créé de trop-plein. On se serait dit, voilà, le calcul fonctionne, il n'y a pas besoin. Là, le réseau existait, donc effectivement, les avaloirs étaient déjà à cet endroit-là. En fait, on a juste transformé les avaloirs en grille, hein, tout simplement. Et donc, du coup, c'était quand même rassurant d'avoir cette sécurité. Mais quelque part, c'est une sécurité. Voilà. D'accord. Ok. Là, les calculs sont très clairs, hein, et en plus, on est toujours content parce qu'un calcul, ça reste empirique et on est toujours content de pouvoir vérifier que ça fonctionne voilà, en grandeur nature. Et malheureusement, les épisodes plusieurs de la semaine dernière l'ont montré. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment une sécurité. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question là, plus Monsieur Viard, vous allez pouvoir nous répondre, qui concerne un peu un retour d'expérience. Lorsque vous avez des arbres à proximité des trottoirs béton drainants, quel est l'impact de l'arbre lui-même, de ses racines? Est-ce que ça endommage le trottoir? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme retour d'expérience? Je pense qu'à partir du moment où on a des arbres, il est bien évident qu'il faut lui laisser de la place pour ses racines. Donc, le mieux, c'est d'essayer d'augmenter le maximum possible la place des nous, où on reste en 100% végétal, et puis de diminuer au mieux la partie purement drainante. Ceci dit, si plutôt que de mettre du concassé comme on le fait sur les 50 cm, on peut aussi essayer d'envisager peut-être des terres un peu plus sableuses, enfin moins sableux que le concassé, mais plus sableux que de la vraie terre, ainsi de permettre de remplacer le concassé par des terres sableuses, enfin contenant une partie de sable, de telle sorte qu'on puisse continuer d'infiltrer sur cette zone-là et de permettre aux branches, enfin pas aux branches, aux racines de passer sans, je dirais, gêner la partie drainante. Et je pense qu'il faut allier d'un côté le plus de nous possible, donc le plus naturel. De l'autre côté, on essaye quand même de maintenir la partie des 5 cm de surface, soit en bitume, soit en béton drainant. Mais par contre, toute la partie en dessous, c'est pas simplement du concassé, mais on ramène un peu d'éléments pour les arbres, de telle sorte que les racines puissent vivre tranquillement. Ouais, tout à fait. Pour préciser même, hein, en dessous des bétons drainants, on est sur un matériau 20-40 roulé. Hein. Ça veut dire que forcément, pour continuer à ce que ça infiltre bien, si on était sur
GNT classique 0,31,5 avec de la fine, forcément, on n'aurait pas ce pouvoir en fait d'infiltration. On est bien sur une GNT 20,40 roulée, alors parce qu'ici on est dans l'alluvion de la Seine, donc il y en a à proximité dans l'Aube. Pour autant, effectivement, ça favorise l'infiltration. 2, c'est mieux pour les racines. Et juste également pour compléter, parce qu'on est également au sein du cabinet concepteur et paysagiste, il y a les systèmes en fait pour guider les racines. Et c'est vrai que c'est souvent ce qu'on utilise parce qu'on a bien conscience que autant on essaye de promouvoir autant que faire se peut tout ce qui est végétation, autant pour autant on sait très bien qu'il peut y avoir des soucis avec les racines. Donc en fait, on les guide pour qu'elles aillent plutôt dans le sol et pas sur les trottoirs ou sur les éléments de voirie. Voilà. Est-ce qu'il y a une espèce particulière d'arbre que vous conseillez sur ce type de projet? Alors nous, je suis moins spécialiste que nos deux paysagistes au sein du cabinet. Par contre, ce que je retiens toujours de ça, c'est qu'il faut toujours essayer de privilégier quand même des essences locales. Donc dans l'Aube, ce ne sera pas forcément les mêmes essences que ce qui pourra se mettre ailleurs, ça c'est certain. Parce qu'il faut aussi que l'arbre se plaise dans la région où il est. Je pense qu'il faut aussi se référer un petit peu. Il y a eu tout un travail qui a été fait pour l'aménagement de digues, donc de protection d'inondation et ce genre de choses, qui ont fait des sélections d'arbres et d'arbustes, à proximité des digues pour justement éviter qu'il y ait trop d'enracinement et que je dirais que les digues puissent être fragilisées. Donc, il y a déjà eu un travail qui a été fait dans ce domaine-là. Il faut se référer au choix de ces types d'arbres et d'arbustes, mais effectivement en restant sur des choix locaux. D'accord. Alors, on a une question de Sandrine Potier sur le financement. Donc, les travaux de déconnexion de travaux sur la parcelle privée ont bien été financés par la commune, hein, c'est bien ce que vous nous avez dit. Quel type de procédure vous avez utilisé? Procédure DIG? Non, même pas, discussion. On a discuté avec chacun des riverains, on a fait une convention et bon, alors, il n'y en avait pas 250 non plus, donc c'était plus facile et tout le monde a accepté sans aucun souci. Effectivement, il y aurait eu des soucis, on aurait utilisé la DIG, c'est clair. C'est clair. Mais là, on a d'abord essayé de le faire dans le consensus et dans la discussion. Dans la concertation. Voilà, Aurélie nous pose la question plus sur les éléments financiers, les éléments de coût. Est-ce que vous avez en tête les coûts, la répartition entre les aménagements du domaine public et du domaine privé? Est-ce que vous avez une idée un peu des masses? Alors, sans rentrer précisément au centime près, la déconnexion des gouttières, c'est 35 000 € hors taxe et l'aménagement de la rue, à proprement parler, on était sur 180 000 € hors taxe. Voilà. Ouais, okay. Et plutôt très bien, plutôt bien subventionné par les différents partenaires financeurs, DETR, Agence de l'eau, 3 Champagne Métropole. Alors Jean-Michel a peut-être encore plus de détails que moi par rapport à ça, mais globalement, voilà, c'est quand même des opérations qui sont bien suivies par l'Agence de l'eau. Parce qu'effectivement, mine de rien, ça va complètement dans le schéma vertueux qu'on veut essayer de mettre en place. Au niveau du financement, justement, Clément, vous, votre cabinet, comment vous accompagnez? Quelle démarche vous conseillez auprès des maîtres d'ouvrage? Alors, bon, pardonnez la Covid de ça, Julien Lévy, notamment Jean-Michel connaît bien le système, mais effectivement, notre rôle en phase de conception, typiquement en phase souvent avant-projet, voire projet, on aide en fait la commune à monter le dossier de subvention et ensuite, bien sûr, ça reste toujours le maître d'ouvrage qui dépose ce dossier. Mais effectivement, en l'occurrence, là, pour des travaux qui sont subventionnés par l'Agence de l'eau, il y a un protocole assez formel à respecter pour justement être éligible à ces subventions. D'accord. Et là, il y avait une notice hydraulique. Ce qui est normal, voilà, et quelque part, ils veulent aussi s'assurer un petit peu que ce qui est subventionné, ce soit justement, ça correspond au programme, au 11e programme de l'agence. Et donc là, en l'occurrence, il a fallu démontrer, notamment par le calcul, que aussi bien les pluies courantes que les pluies exceptionnelles étaient justement reprises par les modules qu'on a mis en place. Et voilà. Et il faut aussi savoir que, petite anecdote, mine de rien, les bétons drainants n'ont pas coûté du coup plus cher
parce qu'il y a une subvention également par rapport à ce type de matériaux mis en œuvre pour inciter les communes à le faire par rapport, on va dire, à un matériau qui serait, lui, pas drainant, voilà, un enrobé classique ou un béton classique. Voilà. C'est plus cher, effectivement, pour la commune à l'investissement au démarrage, mais grâce à la subvention, en fait, on arrive à faire une opération blanche par rapport à ça, voire même des fois, en fonction de la surface et du coup, arriver à ce que la commune soit un petit peu bénéficiaire par rapport à ça, entre guillemets. Ok. Merci de ces précisions. On a des questions concernant l'entretien. Alors, à deux niveaux, l'entretien au niveau des noues et du revêtement pour assurer la perméabilité des équipements. Qu'est-ce que vous devez faire précisément? Quelles sont les préconisations? Alors, dans la notice, ça, c'est des choses qu'on a précisées. Hein. Pareil, l'agence de l'eau est à cheval là-dessus, ce qui est normal. Pour tout ce qui est revêtement poreux, ce qui est très clair, c'est qu'il faut éviter un colmatage, parce que sinon, malheureusement, ça n'aura plus ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'on déconseille fortement le sablage, notamment en période hivernale. Seul le sel peut être utilisé. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, le sel a peu de soucis, mais en tout cas, par rapport à ce type de revêtement, il faut vraiment proscrire tout ce qui est sel. Et ce qui est certain aussi, c'est que on proscrit complètement je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais dans certaines collectivités, il y a des balayeuses qui passent justement pour entretenir mais forcément, ça ne va pas parce que on ne peut pas choisir, enfin le balai, en fait, on ne peut pas choisir ce qu'il envoie, tout ce qui est matière en suspension, et donc ça va se retrouver sur le matériau qu'on ne veut pas. Donc là, on est plutôt, on conseille plutôt une technique, ce qu'on appelle mouillage-aspiration, c'est-à-dire que d'abord on mouille et ensuite on aspire plutôt juste qu'un simple balayage. Voilà. Donc, et ça c'est pareil, on commence à avoir un petit peu de retour pour donner des chiffres. On est sur un coût d'entretien d'environ qu'on a estimé à 1 euro hors taxe du mètre carré par an. Alors, c'est sûr que c'est un budget pour une collectivité, mais si on le compare à un nettoyage classique, en fait, on n'est pas forcément beaucoup plus cher. Donc, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est 1 euro hors taxe par mètre carré par an. Pareil, la question d'entretien sur le rigot plante, Christophe, comment ça se passe? L'entretien sur le rigot plante se passe par l'intermédiaire du complément de stockage sur la partie saule, donc Rigofil Inspect. On met un ouvrage d'entretien, un petit regard, soit intégré directement à la structure saule avec l'ouvrage qui s'appelle Quadro Control, ou soit un petit regard déporté qui va nous permettre de pouvoir réaliser à la fois un hydrocurage aspiration sur le fond et la surface de la structure, et aussi, si on le souhaite, une inspection télévisuelle de la structure. Effectivement, j'ai vu aussi passer, Arnaud, j'en profite, des questions sur la hauteur du bac, la profondeur et qu'est-ce qu'on récupère. Alors, le bac de décantation, l'ensemble du bac supérieur fait 1,60 m par 80 par 50 cm de hauteur. Les 50 cm permettent à la fois d'avoir un volume suffisant au niveau du substrat pour tout ce qui est plante au-dessus. Sur le premier bac, on va mettre plutôt des plantes à tiges qui bloquent mieux les polluants. Sur la région de Troyes, par exemple, on met des iris, ça fonctionne très très bien. Donc c'est une plante qui va bien, mais il faut imaginer que dans d'autres régions, ce sera peut-être d'autres types de plantes à tiges qui vont mieux satisfaire la demande par rapport à l'environnement. Je ne vais pas prendre par exemple complètement au sud, où on aura certainement un autre type de plante à tiges. Pour le moment, on n'a encore pas eu l'occasion d'implanter. On est sur quelques projets en discussion. Sur la deuxième partie du bac, on a aussi des plantes qui sont plutôt des plantes de type macrophyte. Sur la zone Big Green, c'est essentiellement du miscanthus, par exemple, qui a été posé. Alors, miscanthus, dans le midi, ce sera peut-être de la lavande ou des choses comme ça. Donc, il faut penser aussi que sur le bac,
on va avoir des gestions d'eau différenciées entre des passages pluvieux qui vont amener de l'eau de manière importante et puis des périodes sèches comme actuellement où effectivement il faudra que la plante arrive à survivre malgré l'absence d'eau. Donc ça, c'est un travail qui est fait avec le paysagiste. Au niveau des MES, macro-déchets, faut bien raisonner sur le fait qu'on récupère des surfaces assez courtes, 300 mètres carrés, je l'ai dit, environ par rigoplante. Donc, l'apport de MES sera directement lié à la surface de récolte, donc pas forcément très importante, ce qui permet d'envisager des longévités. Les premiers essais qui ont été faits sur la zone Big Green 2-3, donc ça date déjà de 6 ou 7 ans. On n'a toujours pas eu besoin de changer le substrat, alors qu'on est quand même sur une zone d'activité commerciale avec beaucoup de voitures. Et les dernières analyses qui ont été réalisées en 2019 ont permis de pouvoir laisser le substrat en place. Donc, on a une bonne digestion, on va dire, par le substrat et absorption par les plantes d'une partie des polluants. Rapidement, est-ce que tu peux donner une notion de coût du rigoplante? Alors, une notion de coût du rigoplante, oui, à peu près par mètre carré, on récupère 300 mètres carrés. On est à peu près de l'ordre d'idée sur une fourniture épose, sur une gestion aux alentours de un peu moins de 10 € du mètre carré. D'accord. Et dernière question, alors là, c'est plus pour M. Viard et Clément. Comment ça se passe au niveau de la responsabilité et des études pour ce qui concerne l'infiltration au niveau proches des murs? On a vu là sur vos photos, et les murs et les bâtiments existants avec l'infiltration de l'eau. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'impact? Alors, c'est toujours une question effectivement qu'on a. La réponse, elle n'est pas miracle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on procède toujours dans les marchés, c'est très clair, on procède toujours constat d'ici avant, constat d'ici après, déjà. Mais effectivement, on sait que l'infiltration, elle peut générer plutôt des soucis à terme. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on s'attache à mesurer la perméabilité. On fait attention, notamment par des investigations complémentaires, à ce qui n'est pas notamment de cave ou de choses comme ça. Et effectivement, lors des terrassements, on prévoit toujours, nous, dans les marchés, ce qu'on appelle du soubassement. Ça veut dire que très concrètement, en fait, si on s'aperçoit que malheureusement, les fondations du mur ou le mur en lui-même, souvent les fondations, ne sont pas hydrofuges, dans ces cas-là, on prévoit dans le marché d'avoir justement un prix pour l'entreprise qu'on estime au mètre carré au démarrage, pour qu'elle puisse en effet venir mettre un mortier hydrofuge et donc pour protéger justement. Alors, très souvent, c'est là où on se rend compte qu'en fait, il n'y avait même pas ce type de protection avant. Donc, quelque part, ça améliore, y compris pour le riverain, son ouvrage. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Alors, c'est sûr que c'est effectivement une des contraintes. On arrive toujours dans ce système où il faut essayer d'allier toutes les contraintes et trouver la technique la meilleure. Mais en tout cas, voilà le système qu'on a trouvé pour l'instant. Je touche du bois, on va dire que ça fait déjà quelques années qu'on pratique la gestion intégrée des eaux pluviales et pour l'instant, on n'a pas encore eu de soucis à ce niveau-là. Mais bon, on essaye d'être vigilant en tout cas. Voilà. OK. Écoutez, merci beaucoup à vous, Jean-Michel, Clément et Christophe, pour votre partage d'expérience et échange. Merci à tous d'avoir participé à cet atelier débat. Je vous propose de poursuivre et faire votre choix dans les 2 derniers ateliers qui viennent à partir de 11 h tout à l'heure. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci.